Au sommaire de l'actualité, ce samedi, les échos des journées parlementaires du RDJ, le Rassemblement pour la démocratie et la justice, suffrage universel direct, quelle option pour les élections de proximité, à savoir les municipales de 2022, sujet à réflexion depuis Kaya dans le Sanmatenga. Également à la une de ces 13h, la production de manioc à tout coin de rue à Dafisgo, Panamaso et Santidougou dans le Oué, 35 à 40 tonnes à l'hectare en irrigation, une activité plus que rentable. Témoignage dans un instant. À suivre également dans ce journal le but de Adel Cabré hier soir à Mbajoul face aux Scorpions de la Gambie. Les étalons U20 dames en jambes pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Décryptage de Jérôme Kendre Biogo dans Samedi Sport de ce midi magazine. Madame, messieurs, merci de nous suivre. Vous le savez déjà, 2022, une année électorale au Burkina, en tout cas pour les municipalités. Les députés membres du groupe parlementaire RDJ, Rassemblement pour la démocratie et la justice, viennent d'achever leur première journée parlementaire de l'année 2021 hier à Kaya. Les enjeux de ces élections de proximité vues par le RDJ, explication de Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le groupe parlementaire Rassemblement pour la démocratie et la justice RDJ mène la réflexion sur le processus électoral des élections municipales de 2022 à l'occasion de ses premières journées parlementaires de 2021 dans la cité du Kouir. Suffrage universel direct, quelle option pour les élections de proximité? C'est le thème choisi pour cette séance de travail. Nous avons effectivement remarqué depuis 2016 qu'il y a des difficultés sur le terrain. Ce qui fait que souvent certaines mairies sont bloquées et au détriment donc des populations. Le suffrage universel direct, c'est que les populations choisissent en connaissance de cause. C'est-à-dire, le choix n'est pas par exemple orienté vers un parti politique, mais vers un homme en qui les gens ont fondamentalement confiance. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons, nous voulons mener la réflexion pour voir quelle est la bonne formule. Et pour trouver la bonne formule, une communication sur le sujet a été faite par le docteur Bruce Emmanuel Sawadro, directeur général des libertés publiques et des affaires politiques au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette communication permettra aux députés d'analyser le système et de faire des suggestions en vue d'améliorer les réformes envisagées et inscrites au niveau des points du dialogue politique. À l'issue de cette communication, le groupe parlementaire RDJ a émis deux hypothèses essentielles. Il s'agit de maintenir les circonscriptions actuelles que nous avons, à savoir que les villages et les secteurs sont considérés comme circonscriptions administratives, et ce qui veut dire que là, les conseillers sont élus toujours au niveau du village et du secteur, et le maire sera élu sur une liste à part. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, il s'agit de prendre la commune comme circonscription électorale. Ce qui veut dire que tous les conseillers sont élus au niveau de la commune et le maire sera désigné au niveau de la commune directement par les électeurs. Le groupe parlementaire Rassemblement pour la démocratie et la justice RDJ se compose de 9 partis politiques avec 21 députés membres. Toujours dans le registre politique, le PDIS-LAFIA, un parti membre de la mouvance présidentielle, parle plutôt sécurité à la presse. Une situation d'insécurité critique aux yeux de Camille Kombari et ses camarades, pour qui il faut une bonne dose de sursaut patriotique national, à même de mettre en déroute l'ennemi commun, qu'est l'hydre terroriste. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zango. La persistance de l'insécurité au Faso et ses conséquences, le PDIS-LAFIA, selon son président, se sent vivement interpellé. Pour lui, la situation est inquiétante et il faut un sursaut national. C'est pourquoi le PDIS-LAFIA multiplie les sorties à travers les médias pour tirer sur la sonnette d'alarme. Nous en appelons à la responsabilité de tout un chacun, aussi bien individuellement que collectivement, pour une recherche de solutions inclusives en allant au-delà de nos divergences de l'heure pour ne voir et de retenir que l'intérêt général. Un sursaut patriotique de tous est essentiel et nous devions mettre de côté nos divergences et nos échos
qui ne font qu'exacerber notre division. Le PDIS Lafia, qui invite l'APMP et l'ensemble de la classe politique à une discussion franche et inclusive autour de la préoccupation, reste cependant sceptique sur le processus de la réconciliation nationale en cours. Le pays en ce moment peut mettre, j'allais dire, en veille, en berne, cette question de réconciliation nationale et aller à l'essentiel dans la mesure où, comme je vous le dis, il y a des zones où il n'y a pas de répit. Parce que la réconciliation en elle-même provoque aussi des conflits. Camille Firmin Kombari et ses camarades qui estiment que la contribution de tous les fils et de toutes les filles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à cet instant précis est indispensable, souhaitent une amnistie générale. Créé il y a de cela quelques années, le PDIS Lafia est membre de la majorité présidentielle. Passation de charge au barreau de l'ordre des avocats du Burkina. Maître Siaka Niamba prend officiellement service un an après sa nomination. Les membres de son conseil ont également été installés hier en présence de leurs confrères d'anciens bâtonniers et des représentants des barreaux de l'espace UEMOA. Solidarité du groupe, eh bien, la nouvelle équipe veut un barreau fort et crédible. Souleymane Sanou, Maïmouna Traoré. Maître Siaka Niamba, officiellement installé dans ses fonctions de bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Une passation de charge symbolique car la cérémonie a été anticipée pour permettre aux participants au deuxième congrès des barreaux de l'UEMOA qui se tient à Ouagadougou d'y prendre part. Le mandat de son prédécesseur prenant fin le 30 septembre prochain. Maître Paulin Salambiri, le bâtonnier sortant, tout en félicitant son successeur, est revenu sur les acquis engrangés grâce à l'engagement des membres de son conseil. Nous avons déjà essayé de faire en sorte que le bâtonnier puisse exercer avec plus de facilité donc son mandat. Nous avons rendu autonome la maison de l'avocat en électricité, pratiquement. Nous avons modernisé son administration qui sera plus digitale que sur papier. Et nous avons lancé la mutuelle des avocats, tout comme nous avons lancé l'acte d'avocat. Et nous avons essayé autant que possible de renforcer nos relations avec les autres ordres professionnels. Celui qui prend les rênes du barreau pour les 3 années à venir entend travailler dans la continuité pour un barreau plus fort, solidaire et pour le renforcement de sa crédibilité. Nous ferons en sorte que le barreau ait un siège digne de ce nom. Nous ferons en sorte que notre périmètre du droit soit vraiment protégé. Nous ferons en sorte que notre pratique professionnelle s'améliore par des formations continues et des formations initiales pour les jeunes. Nous ferons en sorte aussi de recruter des jeunes pour étoffer davantage notre barreau. Pour Maître Niamba, ces objectifs ne pourront être atteints sans la discipline. Lui et son conseil, a-t-il assuré, travailleront sans complaisance ni indifférence face aux déviances professionnelles. L'oncle Sam s'invite à la sensibilisation contre le Covid-19 au Faso. Une journée de vaccination qui mobilise du monde ce samedi à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, engagée aux côtés du ministère de la Santé dans la riposte contre la pandémie. 2000 doses de vaccins Johnson & Johnson seront administrées au personnel de l'ambassade et aux riverains. Le point d'image avec Rasmane Zundi et Isia Kanana. Les États-Unis d'Amérique, résolument engagés aux côtés du Burkina Faso pour barrer la route au Covid-19. Un engagement qui s'est traduit ici par une campagne de vaccination au profit du personnel de son ambassade et des populations environnantes. Et pour cette journée de vaccination, ce sont 2000 doses de vaccins Johnson & Johnson qui sont mises à leur disposition par le ministère de la Santé. Je suis ravie que l'ambassade des États-Unis soit en mesure de soutenir le ministère de la Santé pour la vaccination du plus grand nombre de personnes possible au Burkina Faso. Les États-Unis restent déterminés à lutter contre la pandémie à travers le monde et à contribuer à favoriser l'accès aux vaccins dans le but unique de sauver des vies. C'est vraiment noble
de se soucier de la santé de la population burkinabé. Et c'est vraiment une initiative à vraiment saluer et nous les disons vraiment merci. Une initiative également saluée par les premiers responsables du ministère de la Santé. Un département qui se fixe pour ambition d'immuniser au moins 10% de la population vulnérable contre le Covid-19. Déjà à travers le mécanisme COVAX, les États-Unis contribuent, mais voilà aussi il y a la collaboration bilatérale qui a permis de pouvoir nous donner plus de 300 000 doses. Donc une fois de plus, merci à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso pour tous les efforts qu'ils font pour nous accompagner le gouvernement burkinabé dans la lutte contre la Covid-19 au Burkina Faso. Au-delà de cette journée de vaccination, cette campagne traduit l'excellence des relations entre le Burkina Faso et les États-Unis. Et pour l'ambassadrice Sandra Clark, c'est dans la solidarité entre les pays que le monde entier pourrait venir à bout du Covid-19. Zoom à présent sur la production du manioc dans le Houé, précisément à Dafinso, Panamasso et Santidougou, zone de forte production pluviale ou irriguée. Le manioc nourrit son homme, nous confient les producteurs et autres acteurs de la filière, une chaîne de valeur devenue l'espoir du monde rural. Kassoumi Logo et Karim Sissé, reportage. Récolte dans l'exploitation de manioc de Zakaria Sanou. Cette année, ce producteur agricole situé à Santidougou dans le Houé a cultivé 3 variétés de manioc sur une superficie de 15 hectares. L'autre côté où j'ai fait les 10 hectares, là-bas c'est une production carrément pluviale. Là-bas le rendement par rapport à là où nous sommes ici n'est pas la même. Ici, comme c'est sous-irrigué, en tout cas en ce qui concerne... Un premier test ici pour Pascal Sam. Nous pouvons aller à 35 voire 40 tonnes à l'hectare. Mais pourtant, de l'autre côté, nous sommes juste autour de 15 à 20 tonnes. Voilà, ce qui est carrément pluvial. Dans la localité de Santidougou, Panamasso et Dafinso, le manioc est la spéculation par excellence. Selon les témoignages, il est difficile, voire impossible, de rencontrer une famille qui ne produit pas ce tubercule. Aruna Sanou est un fils de la localité. Pour cette campagne agricole, il a emblavé 3 hectares en manioc. Issouf Sanou est venu sélectionner des boutures pour la campagne à venir. Il envisage produire 3 hectares de manioc. Nous sommes nés trouver nos parents dans la culture du manioc. C'est le manioc qui est notre espoir en matière de production agricole. On fait généralement la récolte à partir de avril-septembre. Ce village est réputé pour la production du manioc parce que les terres aussi sont un peu propices à la production du manioc. C'est vrai qu'il y a l'historique aussi qui a une raison d'être aussi, mais il faut dire que c'est une zone où les producteurs sont beaucoup plus motivés dans la production du manioc parce que pour la valeur ajoutée. Ici, tous sont unanimes. Le manioc est rentable, seulement que les producteurs ont du mal à satisfaire la demande. Le kilo du manioc est vendu actuellement à 50 francs de façon générale. Ça peut être un peu plus, comme ça peut être un peu moins. Donc la bâchée prend à peu près 2 tonnes, voire 2 tonnes et demie. Et à l'hectare, on peut avoir 10 bâchées. Donc multiplié, je me dis que autour en 3 d'un hectare, on est au plus du million. Et le manioc se paye très bien parce que jusqu'à présent, je pense que nous n'avons même pas à subvenir aux besoins des transformatrices qui se lancent dans la production du manioc, la transformation du manioc plutôt en atiqué. Nous n'arrivons même pas à subvenir à leurs besoins. La province du Houé a, au dire des autorités en charge de l'agriculture, produit au cours de la campagne sèche 2020-2021 plus de 1360 tonnes de manioc. Une production qui pourrait être améliorée si le problème d'eau est maîtrisé. À cela s'ajoute le problème de voie d'accès aux différentes localités. Des routes en mauvais état qui ne facilitent pas l'écoulement des produits, surtout en saison de pluie. Sécurité et résilience des populations, 45 milliards de francs CFA, c'est ce dont Oxfam Burkina a besoin pour exécuter sa nouvelle stratégie pays, un ensemble de 3 programmes axés sur l'implication des femmes et des jeunes à la réduction des inégalités au Burkina Faso. Salifou Belem, Sanoa Christine Koulibaly.
Citoyenneté active et réduction des inégalités, moyens d'existence et chaînes de valeur, construction de la résilience et action humanitaire, 3 programmes qui portent les ambitions d'Oxfam Burkina pour les 5 prochaines années. 3 programmes qui font sa stratégie pays avec pour vision de contribuer à l'édification d'une société burkinabé juste, plus équitable, inclusive, dans laquelle les femmes et les jeunes sont plus résilients aux chocs externes. Elle s'intègre dans la stratégie d'Oxfam International qui s'appelle « Pour un avenir à égalité ». Donc on comprend très bien quel est notre objectif. Notre objectif, c'est de lutter contre les inégalités, contre les injustices partout dans le monde et d'appuyer évidemment la stratégie pays d'Oxfam au Burkina dans toutes ses dimensions. Un soutien important pour la réalisation des priorités du gouvernement burkinabé contenu dans le PNDS2. Cette stratégie qui a pris en compte les nouvelles dimensions telles que les questions de sécurité, les questions sanitaires, les questions de changement climatique va permettre de pouvoir accompagner les populations à travers les ONG locales pour mettre en œuvre des programmes qui prennent en compte le nexus humanitaire, développement et paix. Oxfam intervient au Burkina depuis 1970. Depuis 2019, l'organisme investit plus de 12 milliards de francs CFA chaque année. La stratégie pays ici lancée a un coût d'environ 45 milliards de francs CFA. De la prévention à la gestion des conflits, 250 jeunes des 13 régions ont été formés en la matière et mieux organisés en club. Ils seront bientôt sur le terrain pour prêcher la paix et la concorde sociale. Les ambassadeurs de la paix, coachés par le réseau ouest africain des jeunes et femmes leaders du Burkina avec le soutien du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. On en saura plus avec Bernard Kombelem et Isia Kanana. De la paix et du vivre ensemble. Venus de 10 régions du pays, ces 250 jeunes sont ici à l'école de la paix. Tous membres du réseau ouest africain des jeunes femmes leaders du Burkina, ils ont été 3 jours durant outillés sur des notions de prévention, de gestion de conflits et de communication non violente. L'ambition affichée par le réseau fait de ces jeunes des ambassadeurs de la paix et de la coexistence pacifique dans leur région. La paix réside dans nos comportements, dans nos paroles et dans nos actes de tous les jours. Il s'agira pour eux de développer des initiatives qui vont rassembler, qui vont distiller la communication non violente, qui vont distiller les meilleurs comportements et les meilleures pratiques pour préserver la paix dans notre pays. L'initiative est saluée et encouragée par le ministère en charge de la jeunesse, un ministère qui s'engage ici à accompagner ses nouveaux ambassadeurs à travers des appuis conseils. Le ministère déjà est présent dans toutes les 13 régions et il pourra les accompagner à travers les directions régionales par des conseils et par un suivi. Nous attendons de ces jeunes qu'ils puissent vraiment être des relais pour pouvoir relayer les principes de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Mise en place au Burkina depuis décembre 2018, le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders est une structure membre du Centre pour le développement du genre de la CEDEAO. Il se veut un cadre de concertation et d'action pour les jeunes sur diverses thématiques, entre autres le genre, la santé reproductive, la paix et la sécurité, l'intégration. Le Burkina peut bien se réjouir du dynamisme de son artisanat, un secteur pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses à réorganiser pour plus de rentabilité. En assemblée générale vendredi, au CIAO, artisans, partenaires et décideurs se sont parlé sans langue de bois autour de la problématique de l'accès des artisans à la commande publique. Amadou Ilboudo, Christine Koulibaly. La commande publique est désormais accessible aux artisans. Et cela grâce à cet accord cadre signé ce 23 septembre 2021. À partir de cet instant, l'administration et les structures publiques peuvent fixer les conditions de la commande avec les artisans à travers la Chambre des métiers de l'artisanat, SEMABF. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kabouré, prête main forte à cette initiative. Depuis plusieurs années, nous travaillons effectivement à ce qu'il y ait un accord cadre. Un accord cadre
qui permet de fixer les conditions de la commande par l'administration, par les structures publiques, avec donc les artisans, à travers leur chambre consulaire, la CMABF. Cet accord cadre-là aujourd'hui, qui a été signé entre le gouvernement, représenté par le ministère des Finances, et la chambre de métiers, permet désormais de faire en sorte que la CMABF soit en quelque sorte un maître d'ouvrage délégué. Cet accord est le fruit d'un long processus qui a duré 3 années. Pour un premier temps, c'est exprimer nos sentiments de reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour leur clairvoyance de voir que impliquer le secteur de l'artisanat dans la commande publique fera vraiment tache d'huile. Le consommant burkinabé a permis à l'État de réinvestir 20 milliards de francs CFA gagnés grâce à l'artisanat dans l'économie nationale en 2020. Une preuve non négligeable pour le développement de l'économie, selon Aruna Kabouré. Retour sur le festival Femmes sahéliennes, 2e édition entamée depuis lundi dernier au quartier Sankara de Dori. Rôle et place de la femme dans la cohésion sociale, thème choisi pour une semaine de festivités avec au menu des prestations d'artistes, sketch, foire commerciale et une excursion sur les dunes de sable de Djonga. Ibrahim Kagone et Lazare Sanou reportage. Nous sommes à la 2e édition du festival Femmes sahéliennes. Prestations d'artistes, des prêches des différentes confessions religieuses pour le retour de la paix au Sahel. Cette édition met la femme au cœur de la recherche et la consolidation de la cohésion sociale. Quand la femme contribue, on sait qu'en réalité, c'est quelque chose de sérieux. Comme vous voyez aujourd'hui au Sahel, on n'a pas de lapin et c'est là qui fait que j'ai créé ce festival pour inviter les femmes vraiment et aussi d'intervenir pour aider les hommes le 2 mai 7 pour que le lapin vraiment soit de retour. On a mis la femme au devant de la cohésion sociale. Comme la femme est mise au centre de la cohésion sociale, nous allons nous battre pour promouvoir la cohésion sociale dans la société. Voilà, les vivre ensemble. Des artistes de renom ont apporté leur savoir-faire pour la tenue du festival. Dans un festival, c'est pas la musique qui m'importe trop, c'est l'exposition. Voilà, nos valeurs culturelles qui m'importent beaucoup dans l'exposition. Je pense que tout ça, ça se regroupe ici aujourd'hui et je suis vraiment très content. Le festival tient sur une semaine. En plus des prestations d'artistes, il est prévu un défilé de Miss, des sketchs et la visite des dunes de sable de Djonga dans la commune de Dori. Dans Samedi Sport de ce magazine, vous aurez les échos du championnat de la première division, oui, et les nouvelles des étalons U20 dames. Je reçois donc Jérôme Kendrebego, bienvenue. Bonjour Draman Dadian. Jérôme, quelles sont les nouvelles des étalons U20? Elles étaient face aux Scorpions de la Gambie. Oui, ce sont de bonnes nouvelles, qui nous viennent de Banjul en Gambie, comme vous l'avez dit. Les étalons U20 dames donc ont livré leur premier match dans la qualification pour la Coupe du Monde de leur catégorie Qatar 2000. Il dit Qatar, qu'est-ce que je raconte? Costa Rica 2022, parce que Qatar c'est pour les hommes, les seniors, et cela s'entend. Alors, pour ce match, allez là, Pascal Sawadoro, c'est le nouvel entraîneur donc, des étalons U20 dames, et ses pouliches donc ont battu les Scorpions de la Gambie à Banjul, 1-0. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'imagine que quand on vous dit qu'elles ont battu la Gambie, vous voulez savoir comment, n'est-ce pas? Alors, ces images de reportage, on va les voir avec nos envoyés spéciaux à Banjul, Nomba Kouda et Alex Zagri. Un premier test réussi pour Pascal Sawadro et ses filles en terre étrangère. Les étalons U20 dames ont dompté leur adversaire de la Gambie 1-0 et prend une option sérieuse pour la qualification au prochain tour. Arrivé comme coach à peine une semaine, Pascal effectue le déplacement de la Gambie avec une équipe montée en si peu de temps. Ces filles ont fait preuve de détermination et de courage face aux Scorpions de la Gambie. La première attaque est burkinabé. Jacqueline Sédougou ne cadre pas sa frappe de la première minute. À la 32e, Ramata Sawadgo tente la percée. Lala Traoré récupère la balle et ne parvient pas à exécuter le bon geste. Le réveil gambien se fera en fin de première période avec cette balle déviée par le poteau de Mariam Ouattara.
Les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score nul et blanc. En seconde période, la maîtrise du jeu est burkinabé. Elle se procure les meilleures occasions. À la 72e minute, sur ce coup franc, Mariam, en 2 temps, stoppe la balle sur sa ligne. Dans le dernier quart d'heure, Adel Kabri réussit son dribble et se trouve face à la gardienne. Les étalons dominent cette fin de partie et préservent leur avance d'1-0. On les a dit, on prépare le match retour ici. Si on fait un bon résultat, ça nous fait moins de pression. Mais en temps, vous avez vu qu'on a fait un recadrage. Adèle qui jouait sur le côté, on était obligé de l'amener dans l'axe. Comme 10, c'est son meilleur poste. Pour essayer de voir si on allait gagner. Effectivement, ça a marché, elle a pu marquer. Pour le match retour, le Burkina Faso recevra la Gambie le 9 octobre prochain, en terre béninoise. Voilà, donc c'est une très bonne opération que les filles de Pascal Sawadro viennent de réaliser donc du côté de Banjul. C'est un match à l'extérieur. Elles reçoivent, comme Alex Zagril l'a dit dans le reportage, au Bénin, c'est pas à Ouagadougou malheureusement, mais je pense que c'est déjà bon pour le moral d'aller s'imposer à Banjul. On se rappelle que les derniers éliminatoires qui avaient eu lieu, la double confrontation Burkina-Gambie avait tourné à l'avantage des Gambiennes qui avaient gagné à Banjul. Cette fois-ci, c'est le contraire. Je pense que les Étalons pourront donc tirer leur marron du feu le 9 octobre prochain. Mais en tout cas, il faut retenir, Draman Dadian, que le chemin est encore long parce que c'est 4 étapes pour arriver au Costa Rica. Il y a la première étape, le premier tour où les Étalons était exempté. Le deuxième tour qu'on est en train de jouer. Après cela, il y aura une double confrontation, puis une quatrième. Quatrième tour, mais troisième pour les Étalons, avant donc d'arriver à cette phase finale de Coupe du Monde là. Et je pense que c'est une très bonne chose que d'engager aussi les filles dans la haute compétition. En attendant, on va savourer ce but de Adel Cabré à la 77e minute. Jérôme, au niveau national, un autre événement sportif, le championnat de première division qui reprend du service cet après-midi. Alors, les fans de foot vont retrouver les chemins des stades avec beaucoup de bonheur, j'imagine, parce que cela manque à un moment donné quand on reste trop à la maison. Le championnat de première division reprend donc avec un nouveau naming. Ça sera désormais la Ligue 1 Lonabé. C'est la nouvelle appellation donc du championnat national de football de première division au Burkina Faso. Et un nouveau logo aussi, on l'a vu lors de nos dernières éditions, donc un nouveau logo pour accompagner cette nouvelle appellation du football de première division au Burkina, le championnat. Alors, la cérémonie officielle aura lieu tout à l'heure autour de 15h au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou, et un grand match, Asfa Yenenga, ASFB, deux clubs emblématiques des deux grandes villes du pays. Alors, ce sont des clubs qui ont du vécu, qui ont de l'histoire. En tout cas, je pense que cet après-midi, ces deux formations-là vont proposer du jeu à tous ceux qui vont aller du côté du stade municipal pour suivre ce match. Pour ceux qui ne sont pas à Ouagadougou, c'est pas grave parce que la télévision, la RTB Télévision et la RTB Radio vont donc retransmettre ce match-là en direct et en intégralité sur nos antennes. Et bien avant la prise d'antenne sur le coup de 15h30, il y aura un plateau d'animation avec Christelle Dabré et ses invités sur place au stade, et pour entretenir donc les fans qui seront devant leur poste téléviseur avant le coup d'envoi que j'aurai le plaisir de commenter avec Jean-Modeste Ouedraogo. Et ce n'est pas le seul match de cette première manche donc de la première journée. Il y a plusieurs autres matchs dans différentes ligues également. Le champion en titre, l'AS Sonabel, se déplace du côté de Koudougou pour y affronter la SEC de Koudougou. Une très belle équipe également, qu'on salue au passage. Donc au stade municipal, c'est à 15h30 également. Le promu, l'AS Kouritenga, qui vient d'arriver dans le championnat de première division, après en tout cas un passage à vide de quelques années, reçoit l'étoile filante de Ouagadougou à Koupéla. Et on aura le choc RCB-RCK au stade Roubi à Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire que ça va se jouer à plusieurs endroits au même moment. Et
ceux qui seront au stade municipal pour le match ASFA-ASFB suivront après ce match-là, sur le coup de 18h, le match, le choc des frères d'armes, AS Douane, AS Police. Donc c'est sur le coup de 18h. Et demain, dimanche, 26 septembre, il y aura également des matchs pour la deuxième manche. On aura l'autre promu, Kiko FC, qui sera face à Majestic au stade Obi de Bourg-du-Lasso, toujours à Bourg-du-Lasso, mais au stade Sangoulé-la-Misana. Vous aurez Royal FC, Salitas. L'explication USFA, Vitesse FC, viendra clore donc la première journée de la Ligue 1 Lonabé. 15h30, c'est l'heure, le rendez-vous avec Christelle Dabré, Jérôme. 15h. Le coup d'envoi, c'est à 15h30. Ok. Merci. On retrouve les résultats de cette première journée avec vous. Lundi dans Intégral Foot. Dès lundi dans Intégral Foot. Merci donc, Jérôme Tiendrobego. Ainsi donc s'achève ce journal de la mi-journée et rendez-vous à la grande édition du 20h avec Fousseni Kindo. Bon week-end à tous.